Merci de suivre Prestige TV pour vous informer. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal hebdomadaire que nous ouvrons avec le président Macky Sall qui a inauguré le nouveau stade de 50 000 places 6 Diamniadio. C'était en présence de 5 chefs d'État, de plusieurs personnalités du football, dont le président de la FIFA, le président de la CAF, ainsi que plusieurs légendes africaines. Une fête haut en couleur marquée par la présence de plusieurs milliers de jeunes qui ont fini d'envahir le stade qui porte désormais le nom de Maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal. C'était une cérémonie haut en couleur et le président Macky Sall en a profité pour parler aux jeunes. Il a parlé de maintien de ce stade. Le président Macky Sall que je vous propose de suivre. Nous inscrivons en lettres d'or ce mardi 22 février 2022 l'inauguration du stade de Diamniadio et c'est une heureuse synchronisation. En effet, pendant que nos lions confiants repartaient à la chasse pour nous ramener la Coupe d'Afrique des Nations après la finale ratée de 2019, nous faisions le même pari optimiste sur le futur en lançant le 20 février 2020 le chantier de ce complexe sportif de dernière génération. Nous avions comme objectif de réaliser l'ouvrage en 24 mois. En cours de route, ce pari audacieux a été rendu incertain par la perturbation des activités de transport et de logistique dues à la pandémie de Covid-19. Les vertus rassembleurs du sport nous rappellent que nous sommes une seule et même nation, unie par sa devise, un peuple, un but, une foi. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, avec son aimable accord, j'ai décidé de donner le nom du stade du Sénégal à mon illustre prédécesseur, le président Abdoulaye Wade, en hommage à son parcours multidimensionnel d'intellectuel, de panafricaniste. Et nous parlons de la remise de drapeau au 11e détachement de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. La cérémonie de remise a eu lieu le mercredi passé à la promenade des Thiessois. C'est le chef d'état-major de l'armée de terre qui a présidé cette cérémonie. Je vous propose d'écouter le général de brigade Fulgence Ndour. Il est au micro de Cherfal. Il me revient aujourd'hui l'honneur de présider, au nom de Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, la cérémonie de remise de drapeau au 11e détachement sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. J'en suis particulièrement ravi car cette cérémonie symbolise la confiance renouvelée des autorités onusiennes en l'engagement exemplaire des contingents sénégalais au sein de la MINUSMA. En effet, les succès des contingents précédents, fruit d'une synergie d'efforts du commandement en termes d'encadrement, d'équipement, de préparation opérationnelle et de soutien, justifient la confiance et l'estime que la communauté internationale place en notre armée. Ces succès sont également
le résultat d'énormes efforts consentis par les hommes et les femmes engagés depuis 2013 sur le théâtre malien pour marquer l'élan de solidarité du Sénégal envers ce pays frère et ami dans son effort de retour à la stabilité et à la sécurité. Il vous appartiendra de maintenir ce cap dans un souci de préserver l'image de marque des forces armées sénégalaises au sein des opérations de maintien de la paix à travers le monde dans un contexte, vous le savez bien, de plus en plus complexe. Ce 11e détachement pour le Mali est prêt. Il a reçu son drapeau le mercredi passé des mains du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Fulgence Ndour. Il s'agit d'un contingent de 850 soldats sénégalais commandés par le lieutenant-colonel Mathieu Diogoye Sène. Ces soldats seront sur zone au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Le lieutenant-colonel Mathieu Diogoye Sène, que je vous propose de suivre, il est au micro de Cherfal. C'est l'occasion de remercier l'état-major de l'armée de terre qui a bien voulu coordonner et piloter le programme d'entraînement du DETSEN, à commencer par le regroupement depuis le 2 novembre dernier au centre d'entraînement tactique Capitaine Baïdiagne, où le bataillon a eu un entraînement assez sérieux avec du personnel venant de la MINUSMA dans le cadre de l'UNMAS, où on a eu à faire beaucoup de modules concernant la contre-IED, la lutte contre les engins explosifs improvisés. Mais également à Dodji, l'EMAT a également piloté l'entraînement depuis Dodji, où on a fait avec la partie américaine le module SFAB pour la préparation opérationnelle. À compter du 20 décembre jusqu'au 28 janvier. Et à partir du 31 janvier, on a attaqué le cycle module OPEX avec la partie française, avec un DIO français, au centre d'entraînement tactique colonel Thierno Ndiaye à Dodji, à 25 km après Linguère, pour ceux qui ne savent pas exactement la position géographique de Dodji. Oui, le bataillon est prêt. Le bataillon a subi un entraînement assez corsé. Vraiment, aujourd'hui, on a reçu tous les rudiments nécessaires pour respecter le déploiement et en tout cas réussir notre mission. On compte sur le professionnalisme des unités qui composent le bataillon, parce que le bataillon a quand même des unités très opérationnelles. Le 26e BRA, une compagnie du 26e BRA, une compagnie de la Kofimako, une compagnie du BAT blindé et une compagnie du bataillon de commando. Voilà les 4 compagnies de combat, plus une CSAS, qui compte en son sein un peloton constitué des forces spéciales, terre, air et mer. Et nous reparlons de cette crise dans les milieux scolaires, les négociations entre les syndicats d'enseignants et l'État achoppent toujours sur la question de la revalorisation des salaires. Les 90 milliards proposés par le gouvernement ont été rejetés par les syndicats qui rappellent aux autorités le protocole d'accord de 2018. Écoutons à ce propos Malik Fall, le chargé des revendications du CELS, membre du G5. Il est au micro de Mbaïsis et de Cherfal. Vous savez, depuis 2012 jusqu'à 2020, nous avions signé un protocole d'accord avec M. Macky Sall, surtout le 30 avril 2018. Un protocole d'accord qui regorgeait les points suivants: les lenteurs administratives, l'externalisation des prêts DMC, la question relative aux enseignants décisionnaires, mais le point focal, c'était le système de rémunération, à savoir sa correction. Voilà donc
les points saillants du protocole d'accord que nous avions signé avec le gouvernement du Sénégal le 30 avril 2018. Alors, le gouvernement n'a pas respecté ces accords dans la mesure où il les avait jugés réalistes et réalisables. Vous savez, le gouvernement, il joue sur la notion de chiffres, mais ces 90 milliards sont distribués à combien d'enseignants? Voilà la question qu'il faut se poser. Si 90 milliards sont distribués à 120 000 enseignants, attention, il y a donc un point d'interrogation. On pourrait, je parle bien au conditionnel, on pourrait être d'accord sur ces 90 milliards si la répartition s'était faite dans les règles de l'art. Par contre, nous avons vu que les chiffres avancés techniquement par le gouvernement ne répondent pas à l'aspiration des enseignants, c'est-à-dire à l'attente des enseignants. Parce que nous voudrions que les montants avancés par le gouvernement ne soient pas imposés. Tel n'est pas le cas. Et pour rester toujours dans cette crise dans les milieux scolaires, l'échec des négociations entre l'État et les syndicats d'enseignants inquiète les parents d'élèves. Ces derniers invitent l'État à trouver une issue à la crise qui secoue le système éducatif. Suivons le reportage de Mame Biram Gaye. L'absence d'un accord entre l'État et les syndicats d'enseignants plonge davantage le système éducatif dans une période plus qu'incertaine. Pape Meng, parent d'élèves, nous explique. Non, comme en tant que parent d'élèves. Ce que je pense en tant que parent d'élèves, on ne peut pas construire un pays sans l'éducation des enfants. Les enseignants ont leur part de responsabilité. L'État doit respecter les accords car c'est ce qui bloque les négociations. Les enseignants même, leurs enfants sont dans l'école publique. On ne peut pas promettre à une personne des choses et ne pas les respecter. Donc, c'est l'État qui doit faire des efforts car l'éducation fait partie des priorités. Les parents et les élèves sont dans le désarroi. Mohamed Ndiaye nous parle de son inquiétude. Ce problème-là, c'est l'État qui doit essayer de décanter cette situation-là. Comme que les enseignants sont dans leurs droits. Et ça vraiment, donc l'État doit faire des efforts pour aider vraiment, pour valoriser un peu le personnel enseignant. Même l'enseignant qui a un problème de dépense. Mais si tu dis qu'il va éduquer ton enfant, si tu es réfléchi, tu dois avoir des doutes. Hein? Donc ça, c'est un minimum. Il faut voir, lorsqu'ils se rencontrent, les enseignants là, ils viennent avec des Jakarta. Hein? Ils ont des problèmes de dépenses. Hein? Mais donc il faut les mettre dans de bonnes conditions pour que ces derniers puissent au moins relever le défi. Avoir un bon enseignement et éduquer comme nous le souhaitons. Parce que eux, ils ont passé par les enseignants. S'ils sont devenus maintenant ce qu'ils sont, c'est grâce à ces enseignants-là. Donc vraiment, je pense qu'il est temps de redonner le blason, essayer vraiment de faire le minimum, parce qu'il y a 2 points qui restent. Ces 2 points-là, l'indemnité d'enseignement-là, ils n'ont qu'à essayer d'aider ces enseignants-là. Et puis non seulement, mais il y a les enseignants qui sont en retraite et vraiment qui sont très fatigués. Et s'ils relèvent cette indemnité d'enseignement-là, ces retraités-là peuvent en trouver leur compte. L'État et les syndicats d'enseignants doivent trouver un compromis pour sauver l'année scolaire. Le président Macky Sall, en Conseil des ministres ce jeudi passé, a annoncé une baisse du prix de certains produits de première nécessité, notamment le riz, le sucre et l'huile. L'objectif étant de soulager le panier de la ménagère. Cependant, le responsable régional du SOS consommateur, Siré Baldé Diallo, parle de stabilisation des prix plutôt que de baisse. Il est au micro de Mame Biram Gaye. Bien, voilà près de 3 mois, plus de 3 mois qu'on était en train d'alerter, parce que nous sommes des hommes de terrain. Nous sommes constamment sur le terrain pour vérifier les prix et pour protéger et défendre les consommateurs. Et nous le faisons vraiment de manière bénévole, sans aucune coloration politique. On ne va pas cracher dessus, certes, mais j'ose dire qu'il peut faire mieux et plus. Parce que si nous comparons les prix de 2016, mais rappelons-nous que dans notre pays, nous avons près de 90% de produits qui sont en vente libre.
parce que c'est le système libéral. Ce n'est pas politique, mais c'est la réalité du terrain. On ne va pas cracher dessus, comme j'ai dit tantôt, mais nous demeurons convaincus que si monsieur le Président de la République écoutait SOS Consommateur National, on lui aurait donné des stratégies pour faire baisser les prix. Ça, nous en sommes convaincus. Parce qu'il n'y a pas seulement les prix des denrées consommables, il y a également Sen'Eau avec les factures très salées, il y a également Senelec avec les factures très salées. Les gens ne comprennent pas. De toute façon, nous nous attelons vraiment à tout ce que revienne à la normale. C'est notre mission de défense et de protecteur du consommateur. Je vous en prie. Une baisse des prix appréciée par les commerçants thiessois, même si certains dénoncent l'absence de concertation. Leur réaction que nous suivons au micro de Aïssatou Sow Moussa Mbaye. Je parle en tant que citoyen. La baisse des prix des denrées alimentaires nous arrange. Vraiment, on salue cette initiative, mais il faut aussi noter que la hausse des prix ne dépend des commerçants. Les marchandises passent par un circuit clair. Donc, pour qu'on puisse baisser les prix, il faut que l'usine le fasse d'abord. Je viens d'appeler la compagnie sucrière, mais le prix est toujours le même. Vraiment, ça sème la confusion entre le consommateur et commerçant, alors que les commerçants ne font qu'appliquer la loi. C'est ce qui provoque souvent la rupture. Donc, il faut privilégier les concertations avant de prendre une décision. Démarrage ce 25 février pour 2 jours de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Le sujet était à l'ordre du jour du Conseil régional de développement qui s'est tenu à la gouvernance de Thiès. Le médecin chef de région, le docteur Moussa Diaw, s'exprime au micro de Manbiram Gaye. Moussa Baye, il nous fait l'économie de ces journées de vaccination. On s'est réunis aujourd'hui autour du gouverneur de Thiès pour faire les réunions habituelles du comité régional de gestion des épidémies. C'est des réunions qui nous permettent de faire un peu la situation de l'ensemble des épidémies dans la région. Mais aujourd'hui, vous savez très bien qu'on est plus focalisé sur l'épidémie de Covid-19 pour en faire la situation et ensuite voir les perspectives. Parce qu'il faut évaluer régulièrement là où nous en sommes, où nous devons aller et corriger. Mais nous en avons profité aussi par rapport à la situation actuelle. Vous avez certainement entendu parler de la première campagne des GNV polio. Nous allons aller à la au deuxième passage, donc du 25 au 27. Et c'était l'occasion aussi de fixer les objectifs, de préciser la journée de lancement qu'il faut annoncer, qui va se dérouler demain donc, au poste santé de Mbour 1, mais aussi présenter les défis qui sont lancés pour qu'on réussisse cette campagne, puisque le premier passage, la région de Thiès l'avait réussi en vaccinant plus de 330 000 enfants. Voilà un peu la situation que nous étions venus présenter aujourd'hui autour du gouverneur de Thiès. Merci beaucoup. Comme vous le savez, les mobilisations communautaires, c'est au niveau des districts sanitaires. Les districts sanitaires, heureusement, nous avons ici à côté donc, les partenaires qui nous accompagnent, c'est bien UNICEF, que OMS, et il y a aussi d'autres partenaires qui nous accompagnent par rapport à ce travail. Les districts ont déjà fait un plan donc, plan de mobilisation sociale. Et nous avons eu aussi l'appui des partenaires qui vont nous aider aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, pour augmenter le nombre de mobilisateurs communautaires. Et je pense que c'est au niveau district qu'ils vont mieux vous présenter en fait ce qu'ils vont faire pour la mobilisation. Mais éventuellement, la région médicale, il lui appartient de faire le lancement, de voir un peu comment, dans la supervision, est-ce que la formation de ces mobilisateurs a été faite. Et pour le moment, comme nous sommes très rassurés, je tiens seulement à vous dire pour chaque poste de santé, en dehors de ce que les districts avaient prévu, certains ont prévu au moins 2 mobilisateurs par poste de santé pour les accompagner sur le terrain. En plus maintenant des activités de plaidoyer qu'ils vont faire auprès des autorités, des leaders religieux, comme nous avons l'habitude de faire. Il y aura pratiquement 5 mobilisateurs pour l'ensemble des districts sanitaires. Et puis nous parlons du village de Terror qui avait signé un contrat de location entre l'association Relais Pas-de-Calais dont le siège se trouve à Diamniadio. Le protocole d'accord était porté par le groupement féminin depuis 2011. Elle exploitait un périmètre de 6
hectares. Le contrat étant arrivé à terme, les populations se sont mobilisées pour se dresser contre toute prolongation. Je vous propose de suivre le porte-parole de ces populations. Il s'agit d'Émile Moustapha Faye que nous suivons. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le village de Terroch avait donné à location à une association dénommée l'association Relais Pas de Calais, qui se passe en France. Leur siège se trouve à Diamniadio, ici au Sénégal. Donc ce que le village est en train de faire aujourd'hui, on interpelle directement les autorités et l'opinion nationale et internationale, parce qu'il s'agit d'une association internationale. Je l'ai dit tantôt, Relais Pas de Calais, qui se passe en France. Ils étaient avec le village à un contrat dont jusqu'à présent on nie l'existence, parce qu'on n'a jamais vu ce contrat. Depuis 2011, ils sont là, à Terroch, en train d'exploiter notre périmètre. Maintenant, c'est à partir de 2016 que les problèmes ont débuté. Le village s'est tenu en réunion pour concertation. On est parti rencontrer donc, le représentant de Relais pour négocier les choses. À moins de 10 jours, le 11, on leur a envoyé une lettre pour leur rappeler que vous nous avez donné un acte d'huissier qui notifie que c'est le 22 que vous allez partir. Le 14, il vient pour négocier. Le village leur dit, les choses c'est simple, nous on ne négocie pas. Remettez-nous les clés de notre périmètre. Si vous voulez négocier, le lendemain, venez, vous allez négocier avec le village. Alors ils ont dit, niet, ils ne vont pas donner les clés. Donc ils ont besoin d'une prolongation, qu'on leur donne une prolongation, qu'ils vont continuer d'arroser. Une chose que le village a refusée. Parce qu'à partir de ce 23, on le rappelle, nous sommes au Sénégal, c'est le droit, c'est la loi. Ils sont dans ce qu'on appelle une occupation illégale. Que les autorités le chassent. Ils sont dans ce qu'on appelle une autorisation illégale. On a fait les textes. Donc on comprend ce que le droit dit. Donc que les autorités prennent toutes les responsabilités. Ils vont quitter ce champ. S'ils ne les quittent pas, donc tout ce qui arrivera, que tout le Sénégal, que l'opinion nationale et internationale sache que Terroch est dans ses droits parce que l'occupation est illégale. Et sur l'actualité nationale, lutte contre le terrorisme, le commandant des éléments français du Sénégal, EFS, salue l'engagement du Sénégal. La page de l'actualité nationale porte la signature de Rokhaya Dabambeng. Actualité nationale, le président de la République a décidé hier jeudi en Conseil des ministres de faire baisser les prix de l'huile, du riz et du sucre afin de soulager les ménages sénégalais face à la hausse des coûts des denrées de première nécessité. C'est ainsi que le prix du litre d'huile va désormais passer de 1200 francs à 1100 francs CFA, celui du riz brisé de 15 000 francs à 13 750 francs CFA, le sac de 50 kg, soit une baisse de 25 francs par kilogramme, a-t-on détaillé dans le communiqué du Conseil des ministres tenu hier jeudi au Palais de la République. S'agissant du sucre, une baisse de 25 francs sur le kilogramme est annoncée, ce qui fait passer de 625 francs à 600 francs le kilogramme, indique la même source. Et puis le Sénégal est pleinement investi dans la lutte contre le terrorisme en collaboration avec ses partenaires, a salué hier jeudi à Dakar le général de brigade Michel Delpi, commandant des éléments français au Sénégal. Le Sénégal est pleinement investi dans la lutte contre le terrorisme. Oui, le Sénégal est pleinement investi dans la lutte contre le terrorisme avec la collaboration de ses partenaires, a-t-il déclaré. Le général de brigade a dit que son pays, en coordination avec ses alliés européens et nord-américains, a décidé de mettre fin à son engagement militaire au Mali suite à leur désaccord avec la junte au pouvoir dans ce pays ouest africain. Le CORED, en conférence de presse vendredi, le Conseil donc pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, CORED organise une conférence de presse vendredi à partir de 10h à la Maison de la Presse. Le CORED rendra public à cette occasion les décisions issues de son tribunal des pairs depuis août 2022, indique l'organe d'autorégulation dans un communiqué. Il s'agit d'une douzaine d'affaires portées devant cette instance en 7 mois de travail et le monitoring de la campagne des élections municipales et départementales de janvier 2022.
C'en était tout pour les actualités nationales. Sur l'international, les 4 militaires français de la MINUSCA libérés, l'affaire est classée sans suite. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Sissé. Nous démarrons l'actualité internationale au Soudan. Les autorités soudanaises ont libéré depuis dimanche 115 militants détenus depuis des semaines dans plusieurs prisons de la capitale. Ces manifestants, membres des comités de résistance aux défenseurs des droits de l'homme, avaient été arrêtés durant les manifestations pacifiques contre le coup d'État au 25 octobre ou lors de raids nocturnes à leur domicile par les forces de sécurité. Continue par les 4 militaires français de la MINUSCA arrêtés lundi qui ont été libérés ce jeudi 24 février. Ils avaient été interpellés à l'aéroport de Bangui par la gendarmerie alors qu'ils venaient d'escorter le chef d'état-major de la mission jusqu'à son vol. Compte tenu de l'accord qui lie la Centrafrique à la MINUSCA, le parquet a jugé la procédure inopportune et décidé de classer l'affaire sans suite. Après 72 heures en détention, les 4 militaires français de la force onusienne sont désormais libres. Ils ont regagné leur quartier après un rapide contrôle médical. Et on termine l'actualité internationale par la deuxième jour de l'invasion russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié un décret vendredi appelant à la mobilisation générale face aux événements en cours dans son pays. Des explosions ont été entendues à Kiev à l'aube. Des combats sont en cours au nord de la capitale, selon l'armée ukrainienne. Par ailleurs, l'Union africaine appelle au respect de la souveraineté ukrainienne. Mesdames et messieurs, c'en était tout pour l'actualité internationale. Basketball éliminatoire mondial 2023, les Lions du Sénégal entrent en jeu face aux Pharaons d'Égypte. La page de l'actualité sportive, c'est avec Fatou Fall. Démarrons les actualités sportives avec les Lions qui entrent en lice face aux Pharaons pour une 3e qualification consécutive au mondial. Les Lions du basketball débuteront ce vendredi par les Pharaons d'Égypte leur campagne des éliminatoires pour le mondial 2023, à l'occasion desquelles ils tenteront de se qualifier à cette compétition pour la 3e fois d'affilée. Autre d'Égypte, le Sénégal qui est logé dans le groupe D affrontera aussi le Kenya et la République démocratique du Congo. Ensuite, gestion du stade de Maître Abdoulaye Wade, les instructions du président Macky Sall. On retient ainsi du communiqué revenant sur sa maintenance adéquate à sa rentabilité durable pour l'État. Le chef de l'État demande dès lors au ministre des Finances et du Budget et tutelle de la SOGIP, au ministre des Sports et au ministre chargé de l'économie de lui proposer dès les meilleurs délais un modèle performant de gestion de l'infrastructure qui assure sa maintenance adéquate à sa rentabilité durable pour l'État. Terminons avec Ligue des Champions, la finale délocalisée de Saint-Pétersbourg au Stade de France. Les instances de l'UEFA, l'association qui gère le football européen, réunies vendredi, ont annoncé que la finale de la Ligue des Champions 2021-2022 n'aura pas lieu à Saint-Pétersbourg comme prévu en raison de l'évasion de Ukraine par l'armée russe. La finale aura finalement lieu en France, à Paris. Et c'était tout pour les actualités sportives. Merci Fatou Fall, mais nous restons toujours dans cette page sportive pour parler de la Ligue professionnelle 1 qui joue sa 11e journée. Ce samedi, Afrodewad Djambar a fini de recevoir l'AS Douane et Al Galandou Diouf, Teungueth FC recevait la Linguère de Saint-Louis. Et demain, dimanche, au stade Maniang Soumaré, le derby Seneps Excellence Mbour Petite Côte. Pour ce match phare d'ailleurs, la cellule de communication a tenu une conférence de presse au stade Lat Dior de Thiès. C'est pour parler de cette rencontre. Abdou Salam Bey, le
coach du CNEPS Excellence, promet un match très intéressant entre des équipes joueuses. Abdou Salam Bey, que je vous propose de suivre. Comme vous l'avez dit, donc, le dimanche, nous allons jouer un match contre Mbour Petite Côte. Donc, c'est un derby ce soir. Donc, on prépare le match sereinement, on est tranquille, on prépare les matchs comme les autres. Hein. C'est un match de football. On va essayer maintenant de faire tout pour le gagner, parce que ça fait un bon moment qu'on n'a pas gagné. On travaille sereinement, tranquillité, il y a Resplit qui est toujours là. Certes, on ne gagne pas. Ça fait 4 matchs qu'on n'a pas gagné, mais ça ne nous perturbe pas. On est concentré sur notre sujet qui est Mbour Petite Côte. On va essayer de faire tout pour renouer avec la victoire. Oui, comme vous le savez, il y a le maintien qui est notre objectif. Donc, on est en train de travailler durement pour essayer de renouer avec les victoires. Donc ça fait 4 matchs, bien même plus, qu'on n'a pas gagné. Mais ça ne nous perturbe pas. On est en train de faire une bonne préparation. On est en train de très bien jouer. Surtout quand on joue très bien. On s'entraîne bien, on prépare bien nos matchs, mais on ne gagne pas. Le problème se trouve au niveau de l'attaque parce qu'on ne marque pas beaucoup de buts. Et si vous ne marquez pas de buts, vous n'allez pas gagner. Donc c'est ça le défaut, c'est ça notre problème. Maintenant, on va essayer de faire tout pour essayer de marquer le week-end prochain, pour essayer de renouveler avec la victoire, pour essayer au moins de gagner plus de confiance. Mais on est en train de faire une très bonne préparation. On connaît bien nos défauts. On est en train de s'améliorer à ce niveau pour essayer de gagner. Donc à ce niveau, on a une attaque très très jeune. Donc il y a beaucoup sont les nouveaux joueurs, ils viennent de découvrir le championnat. Ce sont des jeunes. Donc on se crée des occasions, mais le problème se trouve au niveau de l'efficacité. Parce que chaque match, on joue très bien, on a des occasions, mais le problème c'est l'efficacité, c'est un tir. On est en train de travailler à ce niveau, surtout durant les 2 dernières semaines. Certes, on n'a pas marqué de but la fois passée, mais on avait eu des occasions. On est en train de récidiviser, de travailler à ce niveau pour espérer au moins marquer des buts. Et du côté de Mbour Petite Côte, Matar Dem, pour lui, le match va être un match extrêmement important pour les 2 équipes et que Mbour Petite Côte est une équipe joueuse comme le CNEPS, mais l'objectif reste les 3 points de la victoire. Matar Dem, que je vous propose de suivre. Nous recevons à Thiès comme CNEPS. Bon, nous, on a notre objectif, c'est de chercher les 3 points ou mentionner un point. Bon, l'objectif de Mbour Petite Côte, c'est de venir chercher les 3 points à Thiès. C'est le derby thiessois. Bon, là, depuis quelque temps, on reçoit ici à Thiès. Bon, on est chez nous. Bon, la préparation, on est en train de se préparer depuis la semaine passée pour préparer le match parce que notre dernier match ici à Thiès, on a eu nos 3 points, on est rentré. Ça nous a propulsé un peu en haut. Là, on essaie de maintenir le cap pour essayer de venir jouer. Ce ne sera pas facile parce qu'ils sont chez eux, nous sommes chez nous aussi. Mais Thiès est prioritaire, CNEPS est prioritaire à Maniang Soumaré parce que c'est leur terrain. Bon, on vient pour chercher nos 3 points. Ce ne sera pas facile, vous allez voir de beaux jeux, parce qu'avec notre entraîneur titulaire Victorio, l'italien, bon, on joue. Il y a des jeunes parmi nous, il y a des anciens parmi nous. Son objectif, c'est de jouer au ballon, de se faire plaisir et de chercher les 3 points. Bon, ce ne sera pas facile, mais on va essayer de se concentrer sur ces principes. Vous allez du coup gagner. On vient ici pour chercher les 3 points. Bon, la motivation, ça vient d'abord des joueurs. Ils sont tout motivés. En s'entraînant par rapport à leur discours, après sa séance d'entraînement, ils se réunissent et ils discutent pour le match. Bon, on vient chercher les 3 points parce que notre ambition c'est de faire partie des 3 premiers ou des 5 premiers de ce championnat cette année. C'est notre ambition. Merci. Et voilà ce qui met fin à ce journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end. Au revoir.